Il vient célébrer les 60 ans de l'amitié franco-chinoise, mais les tensions commerciales avec l'Europe pourraient gâcher la fête. Xi Jinping est en visite d'État de 2 jours dans l'Hexagone, à Paris aujourd'hui, dans les Pyrénées demain. Il sera aussi question de la guerre en Ukraine. C'est sa première visite en France depuis l'épidémie de Covid, visite très critiquée par les défenseurs des droits humains. L'autoritaire Xi Jinping est-il un adversaire ou un partenaire pour les Européens? C'est le sujet de Parlons-en aujourd'hui avec en plateau Baptiste Falvoz, ancien correspondant à France 24 à Pékin. Isabelle Feng de l'Asia Center. Nous serons aussi à l'Elysée, on l'a vu à l'instant avec Cyril Payen, et à Shanghai avec Lou Kissiela. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Dit-on mettre les petits plats dans les grands en mandarin. Le président chinois Xi Jinping est en visite d'État en France pour 2 jours. Officiellement, Paris et Pékin célèbrent les 60 ans de la reconnaissance de la République populaire de Chine par le général de Gaulle. Mais il sera aussi beaucoup question de géopolitique et d'économie, bien sûr. Avec moi sur ce plateau jusqu'à 10h45, Baptiste Falvoz. Bonjour Baptiste. Bonjour Pauline. Vous êtes rédacteur en chef ici à France 24, ancien correspondant de notre rédaction à Pékin. Isabelle Feng, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous êtes chercheuse associée à l'Asia Center. On va retrouver tout de suite Cyril Payen à l'Elysée. Bonjour Cyril. L'Elysée où le président Xi est attendu sous peu. Parfait, merci beaucoup. Oui, effectivement, on sent qu'on est au début d'une très importante séquence diplomatique ici à l'Elysée, où je ne cache pas qu'il y a beaucoup d'agitation depuis quelques instants. Alors effectivement, c'est un menu extrêmement chargé ici à Paris, quelques heures après le lendemain de l'arrivée du président chinois Xi Jinping, qui a été accueilli par le Premier ministre Gabriel Attal à Orly en fin d'après-midi hier. Donc un menu important, calendrier très très chargé. La première venue ne va pas être la délégation chinoise, mais la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui est attendue dans quelques instants, qui va faire son entrée pour une rencontre bilatérale avec le président français. Ensuite, en fin de matinée, c'est donc l'accueil officiel des époux de la présidence chinoise, du président Xi Jinping, qui va formellement donc revenir, comme vous le disiez. C'est son premier voyage hors Europe, depuis le Covid-19. Il était venu ici déjà en 2019. Cela intervient 1 an après un voyage à Pékin du président français dans un contexte, vous le disiez, extrêmement chargé diplomatiquement. Il y a eu le Covid-19, bien sûr, la guerre en Ukraine. C'est un des points centraux ici, certainement des dissensions, des discussions, nous verrons. Mais en tout cas, il arrive effectivement avec son épouse en fin de matinée. Ensuite, les délégations se déplaceront aux Invalides pour un accueil en fanfare avec parade militaire aux Invalides, donc tout près, à quelques centaines de mètres de là où on se trouve, avant de rejoindre l'hôtel Marigny, où là il y aura une rencontre avec plutôt axée sur le commerce aussi, qui est extrêmement important dans un contexte concurrentiel extrêmement important entre Washington, Pékin et l'Europe. Et puis ce soir, de retour à l'Elysée, une trilatérale Commission européenne, présidence française et présidence chinoise, et puis le dîner traditionnel avec toast qui sera prévu dans la soirée. Donc une journée extrêmement chargée, importante, dont on attend beaucoup, mais nous dit-on ici à l'Elysée, sans non plus grande illusion, puisqu'il y a eu déjà de nombreux échanges et on sait qu'on est dans un contexte concurrentiel extrêmement important. C'est aussi cela que essaye de faire sur un plan plus personnel le président français, puisqu'on sait déjà que demain il y a une séquence privée, puisqu'il emmène les époux chinois dans un endroit, dans les Pyrénées, un endroit où il allait se recueillir lui-même avec sa grand-mère, le président français, dans les Pyrénées, ce qui est une manière aussi protocolaire de rendre l'appareil il y a 1 an, quand le président Xi Jinping avait emmené à Guangzhou le président français dans un endroit où il avait passé une partie de son enfance. Donc on est dans les prémices, et ça se sent vraiment ici, d'une grande séquence diplomatique dont on attend ici en tout cas beaucoup, et qui va commencer dans quelques instants avec l'arrivée de la présidente de la Commission européenne ici à l'Elysée.
On va continuer à avoir un coup d'œil sur la cour de l'Elysée. Merci beaucoup Cyril. Vous nous faites signe éventuellement quand Ursula von der Leyen arrive dans la cour. Je voudrais qu'on commence sur ce plateau avec quelques mots par le commencement en fait de ce président Xi qu'on connaît pas si bien que ça en fait ici en France, dont on connaît bien sûr la position, la politique, mais d'un point de vue plus personnel, il est au pouvoir en Chine depuis un peu plus de 10 ans maintenant. Isabelle Feng, qui est-il ce Xi Jinping? Et tout ce qu'on sait, au moins une chose, c'est sur Xi Jinping, c'est maintenant, il est le président de la Chine le plus puissant depuis mort. Il a déjà dépassé celui de ses prédécesseurs, Hu Jintao et Jiang Zemin. Et maintenant, il a écrit ses pensées, il a écrit ses pensées dans tous les documents officiels. Et maintenant, il revendique encore plus que dont aucun de ses prédécesseurs n'ont jamais fait. C'est lui, il déclare que maintenant, il faut un nouveau monde, un nouveau ordre mondial, et dans lequel c'est la Chine qui va dire son mot. Un homme au pouvoir absolu. Baptiste, il y a quelques années, dans une des fuites de Wikileaks, avant qu'il soit président, on disait de lui que c'était un ambitieux survivant de la révolution culturelle. Alors c'est toujours difficile de faire une analyse psychologique des gens aussi autoritaires. On a tenté de le faire aussi avec Vladimir Poutine. Xi Jinping, effectivement, c'est quelqu'un qui est né sous les ors, en tout cas des palais du Parti communiste chinois, en l'occurrence à Pékin, à Zhongnanhai, qui était la résidence des cadres les plus importants. Son père, Xi Jinping, a été un compagnon de Mao Tse-tung pour la conquête du pouvoir en 1949. Et son père a été, comme on dit en Chine, purgé en 1962. Il est tombé en disgrâce et il a été emprisonné par les personnes qui étaient fidèles à Mao Tse-tung. Et Xi Jinping en a énormément souffert. Il a lui-même été détenu quelque temps, il a été humilié. Il a dû dénoncer son père. Il a dû dénoncer son père. Il est parti à la campagne pour travailler dans ces fameuses terres jaunes dans la province du Shanxi, ce qui fait souvent dire, en tout cas il aime communiquer sur cette image d'homme du peuple qui a travaillé la terre. Et puis dans la foulée, en fait, même si son père a été réhabilité, et par extension Xi Jinping lui-même, à la fin des années 70, et donc à la mort de Mao Tse-tung, après la terrible révolution culturelle, lorsque la Chine s'est dévorée de l'intérieur, eh bien, il a peut-être certainement gardé une sorte d'amertume, de frustration. On dit aussi qu'il n'est pas aussi diplômé que l'ont été certains autres dirigeants chinois. En dépit de ce qu'il peut raconter. Voilà. Et donc, est-ce qu'il y a un sentiment de revanche sur le passé? Est-ce qu'il y a une volonté, finalement, de contredire l'image qu'il était lui-même lorsqu'il était plus jeune? C'est vraiment difficile de faire une analyse psychologique, mais en tout cas, il a souffert des persécutions maoïstes de la révolution culturelle. Et aujourd'hui, dans son discours, il y a certains slogans, en tout cas, et certaines façons de procéder qui s'en rapprochent beaucoup. Isabelle Feng, un homme, on le disait, au pouvoir absolu en Chine, dont en réalité il est quasiment impossible de juger de la popularité, tant la parole est muselée dans le pays aujourd'hui. Effectivement, et en Chine, on ne peut pas faire un sondage de l'opinion publique. Mais si je base sur mes propres expériences, que j'étais en Chine récemment, je pense que l'opinion publique ne partage pas une unanimité pour soutenir le président, mais personne ne va dire. Personne ne va le dire. Parce qu'il contrôle tout. Il contrôle l'armée, toutes les machines de surveillance et de la propagande. Et une question, c'est comme Baptiste qui a évoqué de sa jeunesse, je me souviens à l'arrivée de son pouvoir en 2013 et le monde extérieur, je parle en Europe, on avait un certain espoir. Enfin, je me rappelle, j'étais à Pékin, on se disait c'est un personne qui va peut-être réformer la Chine. Il est arrivé en toute décontraction lors de sa première conférence de presse. Il s'était excusé d'être en retard. Rien que ces petites choses, ça ne se dit pas d'habitude au sein du sommet de la hiérarchie du Parti communiste. En fait, on s'est aperçu. Et puis surtout, il a souffert de la révolution culturelle. Donc enfin, il va rendre la Chine la plus de liberté et rendre le peuple chinois plus libre. Et sauf que 10 ans après, on a vu c'est tout le contraire qui s'est passé. Comment qualifier aujourd'hui le régime chinois? C'est une dictature? Absolument. Absolument dictature. Et quand j'étais en Chine, quand on parle de président Xi, on n'utilise pas son nom. On dit cette personne-là, Nageren. Donc on n'ose même pas parler de son nom. Je fais une petite digression, mais on vient de l'apprendre, ça a été le sujet d'un très bon reportage de nos confrères d'Envoyé spécial la semaine dernière, un régime dictatorial qui chasse ses opposants
y compris à l'étranger, y compris ici en France. Mais écoutez, en tout cas, tout est parti en fait d'un rapport de l'ONG espagnole Safeguard Defender en 2022 qui effectivement a annoncé, en tout cas a enquêté sur l'existence de postes de police clandestins opérés par la Chine à distance ou même pas spécialement à distance, avec des officiels qui seraient présents donc sur le sol de nombreux pays américains, européens. Il y en aurait 4 en France d'après l'ONG, 4 qui se situeraient en Ile-de-France, dont un notamment à Aubervilliers qui est un des fiefs de la communauté de la diaspora chinoise en France. Et effectivement, il y a un réseau de surveillance qui a été mis en place, des dissidents, avec des menaces qui ont lieu par exemple. On a vu ce reportage d'Envoyé spécial sur France 2 il y a quelques jours d'une personne qui est littéralement un ressortissant dissident chinois qui habite en France, qui a été presque kidnappé par des employés de l'ambassade de Chine pour revenir en Chine. Il y a d'autres façons également de faire pression sur les gens. On peut également à distance menacer leur famille qui est restée en Chine. Et c'est vrai que moi, des quelques contacts que j'ai eus, notamment au sein de la communauté ouïghour, beaucoup me disent qu'ils voient, et notamment dans les manifestations qu'ils peuvent faire, des personnes qui sont à la solde de l'ambassade ou qui sont des personnes non identifiées et qui surveillent de très près ce qu'ils font. On reviendra sur la communauté ouïghour, mais aussi tibétaine, qui tente de faire entendre sa voix à l'occasion de cette visite dans la deuxième partie de cette discussion. Alors, on va revenir maintenant sur l'enjeu de cette visite d'État. On l'a dit, 2 jours. Aujourd'hui, très protocolaire. On va parler commerce, on va parler bien sûr géopolitique à l'Elysée et autour. Et demain, un moment plus intime, nous dit-on, dans les Pyrénées. On va prendre la direction de Shanghai. On va retrouver Lou Kissiela. Vous êtes notre correspondante en Chine. Bonjour Lou. La visite de Xi Jinping en France fait les gros titres chez vous. Qu'est-ce qu'on en dit dans la presse ce matin ? Bonjour Pauline, ou plutôt Ni Hao, c'est comme ça que Gabriel Attal a salué Xi Jinping hier à son arrivée à Orly. Un petit mot de mandarin qui fait la une des journaux d'État. Aujourd'hui, il faut dire qu'en ce moment, la presse chinoise est très francophile. La télévision d'État diffuse des reportages sur la relation Xi-Macron. Les journaux, eux, publient des articles sur les lectures françaises de Xi Jinping, apparemment grand amateur de Balzac et de Victor Hugo. Il parle de stabilité, de relations solides, de respect entre les civilisations. Bref, pas beaucoup de sujets qui fâchent dans la presse chinoise. Censure oblige, c'est le discours officiel qui ressort. Et il s'agit avant tout de célébrer les 60 ans des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Depuis le général de Gaulle, ici en Chine, la France a une image de puissance qui ne s'aligne pas avec les États-Unis. Et ça, c'est vu comme une très bonne chose. Ça m'est arrivé plusieurs fois sur le terrain qu'on me dise qu'Emmanuel Macron est, je cite, super, pas comme ces diables d'Américains. Fin de citation. Sur le fond, Lou, les 2 présidents, dont l'un est super, donc ont beaucoup de dossiers à examiner, notamment plus sérieusement celui de la guerre en Ukraine et bien sûr la question du commerce. Oui, la Chine vient en France pour stabiliser sa relation avec l'Union européenne en passant par la France. C'est le principe de diviser pour mieux régner. Sur la guerre en Ukraine, il est très peu probable que Xi Jinping désavoue Vladimir Poutine, qu'il considère comme son vieil ami. Je rappelle que la Chine et la Russie sont liées par un partenariat dit sans limite depuis plus de 2 ans maintenant. Et Xi Jinping veut aussi éviter une guerre commerciale. D'après l'ambassade de Chine en France, le numéro 1 chinois devrait protester auprès d'Emmanuel Macron contre ce qui est qualifié de protectionnisme européen. C'est une référence aux nombreuses enquêtes anti-subventions étatiques lancées par la Commission européenne contre les exportations chinoises, notamment les exportations de véhicules électriques. La Chine a d'ores et déjà répliqué avec sa propre enquête anti-dumping sur le cognac français. Nul doute que ces dossiers seront sur la table à l'Elysée tout à l'heure. Lou Kissiela depuis Shanghai, je ne sais pas comment on dit merci en mandarin, mais merci beaucoup. À très vite. Bien sûr, on va revenir sur cette question, ces questions commerciales entre les Européens et la Chine. Mais d'abord, pour le contexte dans lequel se déroule cette visite, c'est 60 ans d'amitié franco-chinoise. Lou Kissiela le rappelait à l'instant. Il y a quelque chose de particulier dans cette relation depuis cette reconnaissance par le général de Gaulle de la République populaire de Chine. Et on dit souvent que les liens entre la France et la Chine, c'est plus fort qu'entre la Chine et les autres pays européens. Mais je pense que ça dépend de quelle nature des liens. Si on regarde les liens économiques, c'est pas si fort que ça, parce que la France est classée seulement en 2029, je rappelle, seulement au 18e place pour exportateur en Chine. Et seulement sur le plan importateur de Chine, la France est classée seulement à 22e place. Donc les liens économiques sont loin d'être intenses par rapport aux autres pays européens, que ce soit la Suisse, l'Allemagne ou Pays-Bas. Mais après, quand on parle, est-ce que les liens
politiques ou culturelles sont plus fortes, on peut dire oui. Affectif même. Et effectif, oui. Affectif. Oui, effectivement, affectif, oui. Et cela, je pourrais même dire, ça date très loin si on parle de cette fascination d'intellectuels français envers le communisme. On sait que dans les années 50, les 60, comment les intellectuels français voient la Russie et voient la Chine, l'Orient rouge, qui fait des éloges, qui inonde des éloges le régime de mort. Et maintenant, bien sûr, moins. Il n'y a plus ce soi-disant idiot udile, mais si Xi Jinping a choisi la France comme le premier pays après son isolement pendant 5 ans, c'est parce que la France, c'est le pays qui cherche toujours la troisième voie, exactement comme il y a 60 ans, quand De Gaulle a reconnu Pékin. De Gaulle veut que la France existe entre les deux blocs. Maintenant, c'est la même chose. Et aussi ce fameux aligné et non aligné. Sachant qu'après, il va quand même en Serbie et en Hongrie, et c'est un choix aussi important, on y reviendra. Tout à l'heure, cette relation affective entre Pékin et Paris a un revers. Baptiste, la Chine est peut-être plus exigeante envers la France que d'autres. Moi, je pense que c'est effectivement une relation qui oblige. Comme dans les histoires d'amitié, on est toujours plus exigeant avec ses bons amis qu'avec les personnes qu'on peut déconsidérer. Et moi, je trouve que ça s'est particulièrement vérifié en 2008. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, Isabelle Feng, lorsqu'il y avait eu ces manifestations, par exemple pro-Tibet à Paris. Lors du passage de la flamme olympique. Qui avait énormément perturbé le passage de la flamme olympique avant les JO de Pékin 2008. Parallèlement, il y avait à l'époque Nicolas Sarkozy qui avait laissé entendre qu'il pourrait boycotter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, le fond sur très très grosse tension politique au Tibet. Finalement, Nicolas Sarkozy était bienvenu, donc il avait proféré des menaces un peu en l'air à l'égard des Chinois, et les Chinois avaient extrêmement mal pris cette séquence. Ils avaient été extrêmement, en tout cas au niveau gouvernemental, mais même au niveau de la population. Il y avait des manifestations anti-françaises, devant Carrefour. Oui, Carrefour. Et le fait que quelque part la France se distende un peu ce lien affectif avec la Chine avait été très mal vu. Et à l'opposé, vous aviez par exemple Angela Merkel, qui avait été très claire, qui dès le début avait annoncé qu'elle ne viendrait pas à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, et c'était passé sans presque aucun problème. Alors effectivement, les liens économiques ne sont pas les mêmes. Le rapport de force, en l'occurrence, était peut-être plus en faveur de l'Allemagne à l'époque, parce que l'Allemagne exportait beaucoup de machines-outils à l'égard de la Chine. Mais je trouve que c'est assez symbolique, en fait, ce lien très affectif et cette exigence qu'on a en même temps à l'égard de la France. Alors maintenant, comment est-ce qu'on pourrait qualifier la relation française à l'égard de Pékin et la relation chinoise à l'égard de la France? Qu'est-ce que la France et ses 67 millions d'habitants peut bien représenter pour un géant chinois, 1,4 milliard d'habitants, certes doublé par l'Inde d'un point de vue démographique, mais est-ce que la France représente aujourd'hui un enjeu autre que l'enjeu européen? Et aux yeux de Pékin, on parle, tout à l'heure quand on parle d'effectifs, ça c'est entre le peuple, mais maintenant si on parle aux yeux du pouvoir chinois, je pense que c'est une évidence, c'est depuis la fin de la guerre froide, la politique étrangère, toute la politique étrangère de Pékin est orientée par sa relation avec Washington. Et donc, soit c'est tous ces enjeux, que la France, le poids de la France, le poids de l'Europe, tout est fait pour rivaliser avec les États-Unis. Je me souviens, dans les années 64, lors des négociations avec Edgar Faure, qui est envoyé spécial de Gaulle à Pékin pour négocier pour comment rétablir les liens. Et Mao Zedong, il a dit clairement que les pays comme la France ou l'Allemagne, ces pays de l'Ouest, ce sont nos alliés indirects. Donc l'Europe n'a jamais compté et la France compte quand la France est utile pour Pékin. Emmanuel Macron a été accusé de faire du en même temps avec la Chine comme il le fait dans sa politique en France. Déclaration sur Taïwan à son dernier retour de Chine qui avait suscité l'ire des Américains. Et en même temps, là, depuis peu, tête de pont d'un front très critique à l'égard du protectionnisme chinois. On sent clairement que le discours se muscle, se durcit. Alors, il a été taxé de naïveté dans le passé, mais comme il l'a été d'ailleurs à l'égard de Vladimir Poutine ou même de Donald Trump à une époque, Emmanuel Macron pense qu'il peut réussir à séduire des personnages aussi autoritaires que Poutine ou Xi Jinping. Il a toujours eu cette volonté, dit-il, d'engager la Chine sur les grands dossiers internationaux. Je ne sais pas si on en parlera après, mais c'est le cas notamment au sujet de la guerre en Ukraine. Lorsqu'il pense, ou en tout cas dit pouvoir penser, faire pression sur Xi Jinping pour qu'il demande à Vladimir Poutine
de cesser son agression. C'est un vœu pieux. Alors moi, je pense que c'est complètement un vœu pieux. Je pense que c'est voué à l'échec. Ça a été un échec total lorsqu'il est venu demander, déjà en 2023, lors de sa visite à Pékin. Alors certes, Xi Jinping s'était engagé à appeler Volodymyr Zelensky. Il l'avait fait, mais dans les faits, ça n'a absolument rien changé. La Russie a continué de soutenir massivement... la Chine a continué d'acheter du pétrole en masse à la Russie. La Chine a continué de fournir ces produits qu'on appelle à double usage, qui peuvent être utilisés de façon civile ou de façon militaire. C'est-à-dire que la Chine ne fournit pas directement des armes à la Russie, mais des composants qui peuvent permettre de les... Des moteurs de drones, des systèmes optiques, ce qu'on appelle le nitrocellulose, qui peut aussi aider à faire des propulseurs de fusées. Donc moi, je pense que sur la question de la pression qui peut être faite sur la Russie via la Chine, ça va être un échec. Maintenant, effectivement, sur la question commerciale, là, on sent un durcissement du discours d'Emmanuel Macron. On l'a vu dans une interview à The Economist encore il y a quelques jours, où il demande un principe de réciprocité. Il demande à ce que les droits commerciaux de l'Europe soient respectés, qu'il y ait un respect, en fait, de part et d'autre, et que la Chine cesse complètement de subventionner aussi ses produits qui arrivent en France, parce que ça, c'est un vrai dossier, et c'est peut-être le plus brûlant, d'ailleurs, de cette rencontre entre Xi Jinping et Emmanuel Macron. Et Ursula von der Leyen, parce que Lou Kissila le disait tout à l'heure, depuis Shanghai, la stratégie de Xi Jinping, c'est tenter de diviser les Européens pour mieux régner. Mais Emmanuel Macron, effectivement, auquel on a souvent reproché sa naïveté vis-à-vis des Chinois, à chaque fois qu'il a rendez-vous avec Xi Jinping, en tout cas c'était le cas les dernières fois, se fait accompagner de la patronne de la Commission. Qu'est-ce que ça envoie comme signal, ça ? Effectivement, c'est un bon test pour voir est-ce que l'Europe est capable de s'unir? Parce que l'Europe dispose effectivement des moyens de pression sur Pékin. Parce que l'Europe, c'est le deuxième partenaire commercial de la Chine. Mais tout le problème, c'est-à-dire, c'est ce qu'il manque à l'Europe, c'est une détermination collective ou politique. Pour ce rendez-vous, ce tripartite avec président Xi et Madame Hurlin, Macron a également invité le chancelier allemand de le joindre. Qui avait autre chose à faire, visiblement. Oui, il a décliné. Et aussi pour l'affaire de subvention de voitures électriques. Parce que les compagnies automobiles allemandes qui sont bien implantées en Chine, eux, ils en bénéficient également des subventions. Et donc, le fait que l'Europe sanctionne ces entreprises, ces véhicules, ces EV chinois, donc indirectement, les entreprises allemandes vont subir des pertes. Et donc, on voit que Macron, le président français, bien voudrait gérer son dossier. Et effectivement, dans son interview évoquée par Baptiste, dans l'Économiste, il a dit effectivement de réciprocité. Mais nous sommes 27. Nous sommes 27 et l'Union... Comment il peut appliquer le 27 Mais est-ce que Xi vient en France pour essayer de convaincre Emmanuel Macron de ne pas aller sur cette voie? Oui. Et est-ce que sur le même sujet que sur l'Ukraine, il a une chance que Emmanuel Macron lui dise non, pas du tout, je vais y aller quand même? J'ai l'impression qu'il y a une détermination française. Maintenant, encore une fois, il faut que Macron aborde sa relation avec la Chine principalement dans un cadre européen, parce qu'il sait que s'opposer tout seul à la Chine, c'est peine perdue. Le rapport de force est asymétrique et se fera à l'avantage de la Chine si on se lance dans une guerre commerciale ou autre. Donc ce qu'il veut, c'est sécuriser effectivement un bloc européen qui part d'une seule voie à la Chine pour pouvoir peser sur la question des batteries électriques, sur la question des panneaux solaires aussi également, sur la question des éoliennes, dans un secteur qui est ultra stratégique, c'est-à-dire la question des énergies renouvelables, de la décarbonation de l'économie. Et ça, clairement, aujourd'hui, on a besoin de produits, on a besoin d'une industrie européenne qui soit solide pour pouvoir arriver à nos fins. Et en l'occurrence, pour l'instant, ça repose énormément sur la base de produits qui viennent de Chine. Donc Emmanuel Macron a compris qu'il faut l'aide d'Angela Merkel, d'Ursula von der Leyen, par exemple, qui a, elle, la dent très dure vis-à-vis de la Chine. Elle a multiplié les discours assez offensifs également ces derniers mois. Mais il y a ce problème Olaf Scholz. Et vous avez raison de le souligner, il y a ce problème allemand. Alors c'est pour ça que, certes, Olaf Scholz n'est pas venu ce matin. Il avait visiblement autre chose à faire en termes d'agenda, ce qui est probable. En attendant, il a rencontré Emmanuel Macron lors d'un dîner privé il y a quelques jours pour qu'ils puissent accorder leur violon. Mais c'est vrai que si l'Europe ne parle pas à 27, ça va être compliqué. Et très concrètement, est-ce que ça peut coûter cher à la Chine si on va vers plus de protectionnisme européen, sachant que les chiffres de la croissance chinoise, même s'ils continuent de faire rêver sur le papier des Européens, sont les plus mauvais, je crois, depuis une trentaine d'années. Vous me corrigez si je me trompe. Et les chiffres montrent que oui, si le marché européen
commence à se fermer pour la Chine. On dit ici le protectionnisme européen et ça va porter des conséquences très graves sur l'économie chinoise parce que maintenant, la Chine a un problème de surcapacité. Surcapacité pour les voitures électriques, pour le photovoltaïque. Et maintenant, le marché américain leur est presque fermé. Et maintenant, ce qu'il reste encore, qu'il peut rêver, c'est entrer sur le marché européen. Ouais. Baptiste ? Ah oui, je suis d'accord que la Chine a besoin de l'Europe. L'Europe également a besoin de la Chine. Maintenant, c'est très difficile de jauger parce que, bon, à l'inverse, vous avez également des menaces qui sont proférées par la Chine qui a lancé une enquête, par exemple, sur le cognac français. Je pense qu'il faut bien qu'on comprenne que Macron et d'autres dirigeants européens marchent sur une ligne de crête assez fine pour garantir les intérêts de l'Europe, mais ne pas tomber dans une guerre commerciale. On est peut-être à l'aube d'une guerre commerciale importante avec la Chine. Alors, le rapport de force, c'est difficile. La Chine a un problème de surcapacité, vous avez raison. Le marché américain est bloqué parce que, pour le coup, côté américain, on a une politique ultra protectionniste, via notamment l'Inflation Reduction Act. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, si vous voulez fabriquer un véhicule électrique, s'il n'y a que quelques composants dans ce véhicule électrique qui viennent de Chine, il ne bénéficiera d'aucune subvention, d'aucun bonus écologique de la part du gouvernement américain. C'est vraiment du protectionnisme pur et dur. Emmanuel Macron ne veut pas tomber là-dedans parce qu'il n'est pas dans un rapport de lutte pour la suprématie mondiale comme le sont les États-Unis avec la Chine, mais je pense effectivement qu'on est vraiment à un carrefour des relations aujourd'hui entre l'Europe et la Chine. Alors ça va, qui va en sortir gagnant? Quelle va être la position chinoise? C'est vraiment de la boule de cristal et je ne préfère pas m'aventurer sur ce terrain-là. On se quitte quelques instants. Vous restez avec nous. On se retrouve dans 3 minutes pour la deuxième partie de cette discussion. À tout de suite. 10h30 ici à Paris, la suite de notre discussion aujourd'hui à l'occasion de la visite d'État du président chinois Xi Jinping en France. Un président autoritaire est-il un adversaire ou un partenaire pour les Européens? On en parle avec Isabelle Feng. Rebonjour, merci encore de nous accompagner ce matin, chercheuse associée à l'Asia Center, et Baptiste Falvoz. Rebonjour, rédacteur en chef ici à France 24, ancien correspondant de la rédaction à Pékin. On évoquait juste avant la pause les questions commerciales. Il y a bien sûr un enjeu géopolitique que cette visite de Xi, alors non pas seulement en France, mais donc en Europe, car, et ça n'est pas un hasard, Baptiste, bien sûr, il a choisi Paris, disons la France où il va rester 48 heures, mais après ça, il ira en Serbie et en Hongrie, pays dérive autoritaire largement acquise à la cause chinoise. Et là, il pourrait y avoir des mots assez durs sur l'Europe. Il va falloir scruter de très près ces législations qui sont peut-être presque plus intéressantes que la France dans l'analyse, effectivement, de tout le verbiage que pourrait avoir Xi Jinping. La Serbie, la Hongrie, ce sont deux pays qui se rapprochent d'un point de vue commercial de Pékin. Prenons par exemple la Hongrie, qui va accueillir une usine de construction de batteries électriques, de voitures également électriques, d'infrastructures qui sont menées conduites par la Chine. La Serbie, à qui la Chine fournit des armes. Et effectivement, ce discours assez hostile de la part et de Vučić, le président serbe, et de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, à l'égard de l'Occident et de l'OTAN. Et ce qui est intéressant, c'est que Xi Jinping va arriver donc demain soir en Serbie, 25 ans jour pour jour après le bombardement de l'ambassade de Chine à Belgrade par l'OTAN. C'était lors de la guerre du Kosovo. Il y avait des bombes, alors probablement américaines, de l'OTAN qui étaient tombées sur l'ambassade. Ça avait fait 3 morts à l'époque et ça avait été vu comme un trauma, très 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 mal perçu en Chine et en Serbie, bien entendu. Et donc je pense que s'il y a bien un moment où on va dire la détestation, ou en tout cas le mépris que Xi Jinping peut avoir pour tout ce qui concerne l'hégémon américain, l'OTAN, les démocraties libérales qui, selon lui, ont modelé en leur faveur l'ordre mondial, c'est bien en Serbie qu'il faudra guetter un éventuel discours sur le sujet, et peut-être même d'ailleurs en Hongrie. Oui, vous disiez au tout début de cet entretien que Xi Jinping assume vouloir modeler le monde comme il le veut. Il le disait récemment à Vladimir Poutine, l'ordre mondial, c'est à nous de l'écrire d'une certaine façon, et c'est là-dedans qu'il faut lire ce choix d'aller en Serbie et en Hongrie. Et le bombardement de l'ambassade de Belgrade en 1999, effectivement, il reste dans la mémoire collective des Chinois. Se devient un moment, dès que vous parlez ce mot-là, se devient presque un déclencheur de sentiments de nationalistes et anti-américanisme. C'est très efficace. Et donc, effectivement, et le fait qu'il a choisi, après la France, c'est tout de suite, c'est Belgrade, c'est un signe, c'est des héros qui sont morts anti-américanisme. Et aussi l'hypocrisie de l'OTAN, l'hypocrisie
de l'Ouest. Ouais. Une Europe, on le disait, qui a la guerre à ses portes. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Emmanuel Macron va tenter sans doute de demander à la Chine de faire pression sur la Russie pour qu'elle lève le pied en Ukraine. Et encore une fois, il ne sera pas écouté. On le disait tout à l'heure, on va le redire en quelques mots. La France va rester fidèle à ses doctrines. Alors il y aura peut-être des esquisses, des ébauches de messages envoyés publiquement sur la question des droits de l'homme, mais le discours français en général, c'est on parle de ces choses-là, on parle des droits de l'homme, on parle des Tibétains, on parle des Ouïghours, mais on le fait comme à des amis, on le fait en privé. Moi je me rappelle, c'est ce que Laurent Fabius disait lorsqu'il était ministre des Affaires étrangères à l'époque, j'étais à Pékin et qu'on le rencontrait, il disait, vous savez, ces choses-là, on en parle comme à des amis. Et quand on parle à des amis, eh bien, on leur dit des choses qui dérangent en privé. Alors quel est le pouvoir, l'impact que peut avoir un message que l'on dit en privé sur les droits de l'homme? Je reste assez sceptique sur le sujet. Et donc voilà, non, il n'y a pas grand-chose qui va changer. Et puis je pense que la France n'est pas assez offensive sur certains sujets. Alors on parlait des postes de police clandestins chinois tout à l'heure. On n'entend pas beaucoup le gouvernement français s'exprimer là-dessus. Aux États-Unis, vous avez la police de New York qui, à grand renfort de caméras qui sont venus filmer, a démantelé un poste de police clandestin, ou en tout cas attribué à la Chine au cœur de New York. En France, on a souvent dans les articles de journaux des fuites ou des témoignages de la DGSI ou de la police française, mais à aucun moment le gouvernement français, en tout cas de mémoire, ne s'est exprimé clairement sur cette menace potentielle d'opération clandestine de la police chinoise en France. Oui, Isabelle Feng, vous voulez dire quelque chose? Et puis là, on voit que cette visite, que la Chine elle est déjà sortie grand gagnant, parce que la France ne va obtenir pas de promesses très concrètes sur l'Ukraine, ni sur le droit de l'homme, ni sur d'autres. Mais pour le président Xi, le fait d'être accueilli à Paris, de s'afficher à côté du président français, la France qui est un des plus vieux alliés des Américains, c'est déjà un point de gagné. Alors sur ces questions de géopolitique, le président Xi a signé une tribune dans le quotidien Le Figaro d'aujourd'hui, dans lequel il appelle, entre autres, à la création d'un État palestinien indépendant. C'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, mais est-ce que ça veut dire que la Chine aujourd'hui se sent impliquée, a un rôle à jouer dans ce Moyen-Orient en crise? Première question. Et deuxième question, il appelle dans cette tribune au respect de l'intégralité territoriale de tous les pays du monde, ce qui là, si on lit par rapport à sa politique vis-à-vis de Taïwan, peut prêter à sourire si le sujet n'était pas un peu grave. Oui, c'est une ligne qu'il a depuis le début, notamment au sujet de la guerre en Ukraine. Donc que veut-il dire respect de l'intégrité territoriale? Est-ce que c'est dire attention, l'OTAN menace la Russie, ou est-ce que c'est dire attention, la Russie envahit l'Ukraine? C'est un peu compliqué, ces phrases en fait qui ne veulent pas dire grand-chose, ces grands principes. Sur la question de l'État palestinien, la Chine a été une des premières grandes puissances à reconnaître un État palestinien, c'est en 1988 à l'époque, et donc finalement il ne change pas sa ligne de conduite. Sur le Moyen-Orient, on sent que la Chine effectivement veut quand même s'impliquer davantage ces dernières années. Elle a été à la manœuvre lors du rapprochement qu'on a pu voir, alors avant les événements tragiques du 7 octobre, mais entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, puisque ce rapprochement avait été scellé à Pékin par la diplomatie chinoise à l'époque. La Chine entretient également des liens, en tout cas de communication avec le Hamas aussi. Maintenant, de là à dire que la Chine est une grande puissance sur le front du Moyen-Orient, elle est un peu vite en besogne, je pense. En tout cas, elle incarne aujourd'hui un front avec la Russie de Vladimir Poutine. On l'a rappelé tout à l'heure, les deux présidents sont très proches, ils vont se voir bientôt. Où est-ce que ce front veut emmener sa bataille et comment qualifie-t-il sa bataille ? Et avec président Poutine et président Xi voudrait peut-être incarner le leader de ce Global Sud. On dit ce Global Sud. Le Sud global. Sud global. Et donc avec les pays en Afrique et aussi tous les autres pays déçus de la démocratie occidentale. Et maintenant, est-ce que la Chine va s'impliquer pour résoudre les crises dans le Middle East ou dans le Gaza, dans le bande de Gaza? Je vois peu probable, puisque la tradition de la politique étrangère chinoise, on toujours c'est ingérence, non ingérence. Et effectivement, en printemps dernier, c'est bien entre Iran et Arabie Saoudite, le deal est bien signé à Pékin, mais les négociations précédentes ont eu lieu et ailleurs. Et maintenant, c'est même Biden, je me souviens, Biden, il a appelé à Pékin de jouer son rôle, de prendre la responsabilité en tant de grande puissance. Mais jusqu'à maintenant, l'impression qu'on a eue de Pékin, c'est qu'il est là pour le beau temps, et quand il y a des orages, on ne l'entend plus. Quelques mots, Baptiste, encore, c'est important des velléités chinoises sur Taïwan, on en est où ?
Et que vous allez avoir surtout l'investiture là dans quelques jours du nouveau président taïwanais, Lai Ching-te. On a assisté ces dernières semaines à des intrusions régulières, donc et des bateaux chinois et des avions chinois dans les eaux taïwanaises. Alors c'est pareil, encore une fois, c'est difficile de savoir ce que Xi Jinping a en tête. Beaucoup d'observateurs quand même disent qu'il n'osera pas et qu'il n'a pas intérêt, que ce soit économiquement, militairement, à s'engager dans une campagne massive sur Taïwan dans les prochaines années. Mais il y a d'autres moyens de rétorsion qui peuvent exister, avec des blocages maritimes, avec ces espèces de techniques de harcèlement aussi quotidien des gardes-côtes taïwanais, des pêcheurs taïwanais, priver également Taïwan de certaines ressources halieutiques, certaines ressources naturelles. Cette stratégie du harcèlement, de la guerre psychologique qui peut être menée sur Taïwan. Donc, difficile à dire pour le moment. Il y a aussi d'autres théories qui pourraient dire que Xi Jinping et l'armée chinoise pourraient créer un précédent en envahissant des îlots qui appartiennent ou qui sont sous souveraineté taïwanaise, mais à des milliers de kilomètres de Taïwan. Ça serait une première petite étape de grignotage de l'autorité taïwanaise pour tester et la réaction de Taïwan et la réaction des Américains également en mer de Chine du Sud notamment. Mais voilà, je pense qu'il va vraiment falloir regarder de très près quelle va être la réaction de l'armée chinoise, ou des gardes-côtes chinois au moment de l'investiture de Lai Ching-te ou dans les jours qui vont précéder. Isabelle Feng sur Taïwan. Et sur Taïwan, en 2022, presque je pense toute la presse, même parmi la population chinoise et les discours officiels ici, c'était assez ferme pour dire, il a publié un papier blanc en 2022 pour dire Taïwan, ça fait partie de territoire chinois, on va le prendre par tous les moyens. Mais depuis la guerre en Ukraine, maintenant, on n'entend plus ce genre de discours très agressif. Martial. Ouais, martial. Je pense que c'est d'un côté, il a vu que les réactions, les sanctions occidentales, c'était assez violente pour sa propre économie. Il faut dire, l'économie chinoise en 2021, ce n'est plus du tout la même chose en 2024. Et il va peser un peu pour ou contre, et aussi il doit soutenir Poutine. Et cela me fait penser en 1950, quand Mao était prêt, son plan déjà fait, il est prêt à attaquer Taïwan, et à ce moment-là, il a éclaté la guerre en Corée. Et donc, Mao est obligé d'abandonner son plan pour Taïwan pour soutenir Staline, pour envoyer des troupes sur la péninsule coréenne. Ouais. Voilà pour Taïwan, on a commencé notre entretien en parlant de Xi Jinping. Je voudrais qu'on boucle la boucle et qu'on revienne sur ce président chinois dont on parlait de la toute-puissance, de la répression des opposants, d'une société complètement muselée. J'entendais des chiffres du nombre de caméras de surveillance en Chine. Ça se compte en centaines de millions, c'est ça, de caméras de surveillance. Voire plus. Xi Jinping, puisqu'il faut quand même surveiller 1,4 milliard de personnes. Un président jusqu'où? Un président jusqu'à quand, Xi Jinping? À vie. Isabelle Feng, à vie. Parce que depuis, il a modifié la Constitution en 2018. Et avant, le président chinois, ses mandats, c'est... Je vous coupe une seconde juste parce qu'on a une image en direct. Je ne l'aperçois pas très bien de là où je suis, mais il me semble que c'est... À l'instant, on l'a loupé, l'arrivée d'Ursula von der Leyen à l'Élysée. Excusez-moi, Isabelle Feng, je vous ai coupé. OK. Oui, on disait président Xi Jinping, président à vie. Depuis la modification de la constitution chinoise, il n'y a plus cette limite de nombre de mandats. Et donc, Xi Jinping, il peut rester sur la place de numéro 1 chinois jusqu'à la fin de sa vie. Baptiste? Oui, là, de toute façon, on a tous les ressorts de l'autocrate, en fait, qui veut rester au pouvoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous parlait de la question de dictateur tout à l'heure. Pendant longtemps, on a dit que la Chine était la dictature d'un parti, mais que ce parti pouvait être traversé de débats, alors certes à huis clos, mais de factions, de clans, et que ce parti donnait une image d'uniformité totale au moment de voter lors des différentes assemblées nationales populaires ou autres. Aujourd'hui, ce parti est sous la coupe totale d'un homme, et c'est ça qui a changé. Cet homme a éliminé tous les clans rivaux, on l'a vu lors du 20e congrès récemment. Cet homme n'est remis en cause aucunement, ou alors vraiment de façon extrêmement subtile, que ce soit même dans la presse officielle. Et on a effectivement aussi ce parti qui contrôle de plus en plus la société. Donc on parle de la sphère publique, mais également les entreprises, avec des cellules du parti qui se sont mises en place dans énormément d'entreprises, notamment privées. Et ce parti est omniprésent, et l'homme à la tête de ce parti a tous les pouvoirs au sein même de ce parti. C'est ça qu'il contrôle. Alors il est président, il est
secrétaire général du Parti communiste. Il est également président de la commission militaire centrale. Alors ça se fait très souvent d'avoir ces 3 postes qui sont les 3 postes clés au sein de l'État chinois. Mais au sein même de la commission militaire centrale, il a mis en place des hommes qui lui étaient extrêmement fidèles. Et c'est vrai qu'il tient tous les rênes du pouvoir pour le moment. Alors certains disent ça ne sera pas éternel, il y aura bien un moment où des gens se révolteront, où les factions refont surface. Ça paraît compliqué tellement son emprise est forte aujourd'hui sur la société et sur le Parti communiste lui-même. Vous doutez que quelqu'un un jour puisse s'ériger contre lui? Je suis d'accord avec le parti, c'est très difficile parce que le parti, l'organisme de parti, c'est comme une pyramide. De haut, des grandes villes, aux petites villes, aux villages, même dans les crèches, c'est comme dans chaque entreprise et des institutions, même dans les entreprises étrangères en Chine, vous devez avoir une cellule du parti. Et donc, le peuple chinois, il a contrôlé, comment dire, personne ne peut s'échapper. Et donc, pour se rebeller, ce sera très difficile. Et aussi, surtout maintenant, avec la AI, le contrôle, et la masse surveillance, je ne vois pas comment tu peux envoyer un message pour dire « Ok, on va faire une manif » et que la police, avant que vous sortez de chez vous, la police est déjà devant la porte. Minority Report. Merci infiniment Isabelle Feng d'être venue ce matin sur ce plateau. On vous lit notamment dans Le Monde. Ces jours-ci, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais vous avez consacré un grand papier à TikTok. On en a largement parlé ces jours derniers sur l'offensive américaine et européenne sur la plateforme, le réseau social chinois. Merci infiniment de nous avoir accompagnés. Merci. Baptiste, merci beaucoup d'être resté. Vous qui vous êtes levé tôt ce matin, rédacteur en chef ici à France 24, ancien correspondant de la rédaction à Pékin. On salue Louki Siela qui était à Shanghai tout à l'heure et Cyril Payen qui est toujours sur le perron de l'Elysée où il ne pleut pas pour la première fois depuis 6 mois sans doute à Paris pour cette première journée de visite d'État du président Xi en France. Merci encore. 10h44, notre grand format à présent